Continuons maintenant notre visite des différentes techniques d'optimisation. Pour cette troisième technique, nous allons ajouter du momentum à la technique précédente, soit celle de la descente de gradient stochastique. L'idée, c'est d'ajouter une sorte d'inertie à notre processus afin d'être capable de franchir des obstacles. Donc, par exemple, si je fais une descente de gradient simple, on voit je pars de l'endroit ici, on voit ici la taille des pas qui ont été pris dans la direction du gradient, on se rend compte qu'on va atteindre un minimum local. Même chose si je pars à un autre endroit ici qui est dans le bassin de convergence de ce minimum local-là. Avec le momentum, l'idée, c'est d'avoir un processus qui fait en sorte qu'on va être capable de venir franchir cette petite butte ici. Donc, vous voyez, ma particule va venir qui représente un peu la position de mon optimisation. On va être capable de venir franchir ici parce que je vais avoir gagné une certaine vitesse. Et après ça, je vais ralentir ici. Et après ça, je vais reprendre la vitesse pour terminer dans un minimum qui peut être très bon, pas nécessairement global, mais dans un minimum qui est plus intéressant que le minimum précédent. Vous avez ici une animation, on voit bien cet effet-là d'inertie pour une optimisation pour une surface en 2 dimensions. Donc, on voit ici comment on se promène. On est capable de mieux explorer les différents minimums de notre fonction de coût, qui, je rappelle, va être notre risque empirique. Comment est-ce qu'on implémente cette descente de gradient avec momentum? On va devoir introduire une nouvelle variable qui va être un vecteur de taille D. Le taille D, c'est, je le répète, le nombre de paramètres dans mon réseau de neurones. Et on va, la vitesse V ici va être une sorte de mémoire. On va essayer de se rappeler des directions précédentes lors de la descente de gradient. L'algorithme pour les premières étapes, c'est identique à ce qu'on avait précédemment. Donc, on procède par échantillonnage puisqu'on fait des mini-batchs. Ensuite, on vient calculer le gradient sur cette mini-batch. Et voici, j'ai indiqué en rouge les parties qui diffèrent. On voit bien ici, donc, j'ai mon gradient estimé que je multiplie avec mon learning rate. Et maintenant, je vais mettre à jour ce vecteur-là de vitesse. Donc, vous voyez ici, je vais prendre alpha, la vitesse précédente, et je rajoute ici mon incrément pour la descente de gradient. Et la mise à jour maintenant, ce que c'est ne pas ajouter cette partie-là ici aux paramètres, mais plutôt d'ajouter la vitesse estimée, donc le momentum. Le facteur d'oubli est un paramètre très important pour la réussite de cette optimisation. Le facteur d'oubli va être une variable qui va prendre la valeur entre 0 et 1. Et si on place la valeur alpha est égale à 0, eh bien, on obtient la descente de gradient standard. Vous voyez ici, je vais avoir le terme ici qui va toujours être nul. Donc, essentiellement, la vitesse V va simplement assumer la valeur de ce pas-là et on va venir l'additionner ici. Dans la littérature, ce qu'on suggère, c'est une valeur de alpha de 0.9. L'avantage d'utiliser le momentum, c'est que ça va nous aider lorsqu'on a des situations où l'optimisation pourrait être difficile. Donc, on a vu la situation précédemment où j'avais des minimums locaux, mais aussi dans la situation où j'ai un bassin, donc la forme de ma surface optimisée, ma perte empirique. Ce qu'on sait dans la théorie de l'optimisation, c'est que plus la surface va être oblongue, donc moins elle va ressembler à un bol sphérique, et plus le processus d'optimisation va être difficile. Donc, vous avez un exemple ici en bas à droite. Donc, vous voyez, j'ai mes gradients en noir qui sont calculés à différents endroits. Et notez comment le gradient ici ne pointe pas nécessairement dans la direction du minimum. Donc, ce qui se passe, c'est que si nous avons une surface qui est très oblongue comme celle-ci, eh bien, on va faire beaucoup d'allers-retours à gauche et à droite comme ça ici. Et très peu du déplacement va se diriger vers le minimum. Donc, c'est la difficulté, justement, quand je parlais que les surfaces oblongues sont difficiles à optimiser, c'est la raison principale. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est, en faisant le momentum, ce qui va se produire, c'est que notre système va se rappeler qu'il se déplace, oui, à gauche et à droite. Donc, les gauches et à droite vont comme un peu s'annuler, mais constamment, on se déplace toujours dans cette direction ici. Et c'est ce qui va faire que, rapidement, notre système va venir se déplacer plus le long du ravin que plutôt selon les côtés du ravin. Donc, ce qui se passe, c'est que les mises à jour des paramètres vont venir s'aligner plus avec le bon profil d'optimisation. Ça va donc atténuer les oscillations qui sont causées par les grandes courbures. On en voit ici un exemple ici dans la direction en bleu ici. Donc, vous avez une courbure qui est très, très élevée. Donc, les gradients sont très, très forts, mais c'est pas la direction dans laquelle on veut aller. La direction qu'on veut aller, c'est la direction qui est en vert et c'est la direction qui, malheureusement, a la courbure la plus faible. Bien entendu, il va y avoir des désavantages comme toute méthode. Ça se peut qu'on va venir survoler un minimum local. Donc, par exemple, si je pars d'ici, je vais venir descendre ici, mais j'ai gagné beaucoup d'inertie, donc de vitesse. Donc, ce qui va se produire, je vais venir dépasser et je vais me ramasser dans ce minimum ici local qui est moins intéressant que celui-ci. Donc, j'ai pas de garantie d'avoir un meilleur minimum local. En pratique, notez que si le réseau est initialisé au hasard, ça se peut qu'on ait des très gros gradients en début d'entraînement. C'est normal. Notre réseau va faire des très grandes erreurs et le gradient va être proportionnel à la force de l'erreur en sortie du réseau. Ce serait judicieux d'utiliser un momentum peut-être qui est plus petit en début d'optimisation, ou d'utiliser les valeurs usuelles de 0.9 à 0.99, ou bien utiliser un learning rate qui est plus petit, ce qu'on appelle le linear warm-up. Donc, cette warm-up-là consiste à commencer avec une valeur petite de epsilon theta ou d'un alpha plus petit, et par la suite
on va augmenter le learning rate ou bien le alpha de façon linéaire pour le learning rate, de sorte à permettre notre réseau maintenant qu'il a, si vous voulez, qu'il s'est réchauffé, que les poids commencent à faire un peu de sens. Ça veut dire que maintenant, le réseau donne des réponses qui sont peut-être pas extrêmement erronées. Donc, conséquemment, le gradient ne sera pas non plus ce qu'on dit violent. C'est un gradient qui va être maintenant avec une magnitude qui est beaucoup plus raisonnable. Donc, le réseau va commencer à s'optimiser en douceur avec cette descente de gradient. La quatrième méthode que je présente aujourd'hui est une technique qui va être une légère modification de la méthode précédente. Donc, on va prendre SGD, qui a déjà momentum, et là, on va faire une légère modification au niveau de la manière dont on va utiliser l'information de vitesse et l'information de gradient. L'idée ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est une technique qui va avoir des mises à jour qui vont s'adapter plus rapidement à la courbe. Donc, on va être un peu plus agressif au niveau de la correction qu'on va appliquer à nos paramètres, de sorte à accélérer la convergence. Et le concept de base, c'est on va commencer par appliquer une correction, ce qu'on appelle le jump, sur qui est basé sur le momentum V, pour pouvoir trouver des nouveaux poids pour notre réseau, ce qu'on va appeler les valeurs intérimaires. Et après ça, on va venir calculer le gradient du réseau sur cette partie-là intérimaire. Donc, la différence importante, c'est la position, ce qu'on va évaluer le gradient. Précédemment, j'évaluais le gradient et après ça, je faisais mes corrections. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord une première correction, faire un forward pass avec mes exemples, donc avoir des erreurs, calculer le gradient sur cette position intérimaire-là et après ça, appliquer une correction avec le gradient. On voit ici encore là, en rouge, les parties qui ont changé. Notez bien ici ce fameux point intérimaire ici. Donc, vous voyez, premièrement, comme d'habitude, j'échantillonne au hasard mes données d'entraînement dans une mini batch de taille M. Donc, vous voyez ici mon momentum V avec le facteur alpha. Donc, je viens modifier les paramètres actuels pour obtenir des nouveaux paramètres θ bar. Et c'est ces paramètres-là que j'utilise donc dans la fonction ici. Je vais donc passer, je vais faire ma forward pass, je vais avoir mon étiquette ici, je vais calculer mes erreurs pour chacun des exemples, je fais le gradient pour chacun des exemples. Et après ça, je vais donc avoir mon gradient G bar, comme je le répète, qui est évalué à θ bar. Avant, on l'évaluait à θ, mais maintenant, on va l'évaluer à θ bar. Et après ça, on va venir corriger. Vous voyez ici avec la vitesse, on va faire une correction du momentum. Donc, vous voyez, je viens additionner avec l'epsilon, le learning rate ici. Je viens donc corriger mon facteur de vitesse. Et là, ici, je viens mettre à jour les paramètres. On peut l'illustrer aussi de cette façon. Donc, imaginez que je pars des paramètres actuels, θ. Dans l'approche standard, disons, de momentum, on va avoir un gradient, un petit gradient qui est calculé. Donc, j'ai fait mes erreurs ici. Et je vais avoir une partie de mise à jour qui va correspondre au gradient fois le learning rate. Et l'autre partie de la correction va être la partie momentum, si vous voulez, pour m'obtenir maintenant mes paramètres après une itération de l'algorithme de momentum. On rappelle ici les équations. C'est du momentum, c'est le momentum. Ce que je fais d'abord, c'est que je mets à jour le momentum, après ça, je l'applique. Donc, vous voyez, si on décompose l'équation ici, vous avez la partie AV, qui est la partie ici AV, et la partie epsilon T de G, c'est la partie ici. L'important, c'est de voir, c'est que j'ai calculé le gradient à θ. L'approche de Nesterov, elle, vous voyez, la première chose qu'on fait, c'est de faire ce grand saut ici, qui correspond à alpha V, donc c'est le même vecteur ici. Et ça va être maintenant à ce point intérimaire-là, les paramètres θ bar. C'est là que je vais faire maintenant ma forward pass et que je vais être en mesure de calculer le gradient. Et là, je vais faire une modification des poids du réseau pour être capable de venir incorporer l'information du gradient. Et après ça, on va mettre à jour aussi le momentum. Donc, en bout de ligne, le saut qu'on vient faire, c'est celui-ci qui est indiqué en vert comparativement au saut qui part d'ici et là pour le poids du réseau avec une méthode classique par momentum. L'intuition, c'est qu'on va venir faire la plus grande correction au début. Donc, incorporer, si vous voulez, le plus de corrections possible avant de faire une nouvelle évaluation des données pour calculer le risque empirique et trouver le gradient sur le risque empirique. On commence à voir à poindre une certaine dynamique ici, c'est que le processus d'optimisation va dépendre beaucoup de la forme de la surface. Vous avez un exemple ici en bas à droite pour une surface optimisée en 2 dimensions. Donc, on cherche le minimum qui est au centre. Et ce qu'on se rend compte, c'est que plus la surface va être oblongue, ou si vous préférez, plus le ratio de la courbure entre le bleu et le vert est grand, et plus la surface va être difficile à optimiser. Plus le processus d'optimisation va être difficile à réaliser. Donc, peut-être ce qu'on voudrait faire, c'est d'adapter la mise à jour de chacun des paramètres pour essayer d'uniformiser le taux de changement. Donc, de vouloir un peu accélérer les modifications pour la courbe verte et diminuer un peu les modifications pour la courbe en bleu. Adagrad vient justement implémenter cette idée. Donc, le principe, c'est de conserver un historique des mises à jour de chacun des paramètres. Et pour les paramètres θk pour lesquels les mises à jour sont petites, ce qu'on va vouloir faire, c'est augmenter progressivement la force des mises à jour pour ces paramètres-là.
Et pour un paramètre ou les paramètres θk pour lesquels l'historique, on se rend compte qu'on fait souvent des très grandes mises à jour, donc c'est peut-être une indication d'un symptôme d'avoir une courbure très élevée pour cette direction-là, ben, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir diminuer la mise à jour de code. Donc c'est un peu une forme de normalisation. On voudrait que chacun des paramètres soit mis à jour à peu près dans la même magnitude. En pratique, pour implémenter la méthode, on va venir faire une mise à l'échelle des mises à jour avec l'inverse de la racine carrée de la somme des gradients. Donc, la somme des gradients va constituer l'historique de ces mises à jour-là et on va venir normaliser, donc rendre soit plus grand ou plus petit en utilisant l'inverse de la racine carrée. Donc, si on nous prend des variables supplémentaires maintenant dans le processus d'optimisation, on va avoir besoin d'un accumulateur R qui va de la même taille que le nombre de paramètres qu'on a dans notre réseau de neurones pour conserver justement la somme des gradients au carré. Et aussi, on va avoir un paramètre très petit, lui, qui va être une constante delta qui est simplement utilisée pour une question de stabilité numérique. On va faire une division quelque part et c'est toujours bien d'avoir un paramètre delta, justement, pour cette stabilité. L'algorithme Adagrad fonctionne comme suit. Toujours l'étape 1 et 2. Donc, l'étape 1, c'est la pige dans ma mini-batch. Donc, encore là, je répète, c'est les algorithmes de mini-batch qu'on voit en ce moment. Ensuite, je viens calculer mon gradient sur ma mini-batch. Contrairement à Nesterov, ici, je retourne à calculer le gradient directement à l'état actuel du réseau. Ce que je rajoute maintenant, toujours en rouge. Donc, vous voyez ici, je vais faire le carré du gradient estimé. Donc, vous voyez l'opérateur Hadamard ici, le produit élément par élément. Donc, je multiplie le premier élément du vecteur G chapeau avec le premier élément du vecteur G chapeau et ainsi de suite. Donc, j'ai un vecteur G ici, Hadamard G, qui va être le carré de chacune des entrées du gradient. Je l'additionne à la valeur R, donc je fais l'accumulation dans cette variable R. Donc, R est un vecteur de la même taille que G. Et après ça, pour la mise à l'échelle, donc vous voyez ce que je viens faire. Je prends mon gradient et essentiellement, je vais venir le diviser par la racine carrée R, donc la racine carrée appliquée individuellement à chacune des entrées du vecteur. Et on ajoute le petit delta ici pour éviter des erreurs numériques. Par exemple, quand R, lorsqu'on débute l'entraînement, R va être très, très petit. Il va peut-être même être 0. Donc, si on avait un 0 ici, j'obtiendrais un not a number ici, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, pour empêcher ces not a number, NaN, on vient donc ajouter ce petit terme-là ici. Et la mise à jour, donc, c'est mon vecteur D ici. Donc, vous voyez, le vecteur D, c'est vraiment de dire, je prends mon gradient G que j'ai modulé en fonction de l'inverse de la racine carrée des gradients accumulés au carré. Et après ça, donc, la mise à jour, c'est simplement de venir soustraire ce petit élément-là de mes poids. Et après ça, on recommence. Bien entendu, c'est pas parfait. Il va y avoir des problèmes. Quels sont ces problèmes associés avec l'utilisation de Adagrad? C'est en partie relié à notre vecteur R qui va contenir la somme des carrés des gradients. Donc, c'est une accumulation de valeurs positives. Donc, ça veut dire que la valeur des entrées de R ne peut que croître au fil du temps. Ce qui signifie donc que le taux d'apprentissage, notre mise à l'échelle ici, qui va dépendre de l'inverse de la racine carrée de R, va tendre vers 0 à mesure que R augmente et R augmente toujours au fil du temps. Donc, les mises à jour vont avoir tendance à tendre vers 0. Donc, notre réseau, si vous voulez, va comme un peu se scléroser. L'apprentissage va ralentir alors que c'est peut-être pas ce qu'on désire avoir parce qu'on est encore loin d'avoir, par exemple, convergé vers une bonne valeur. Donc, c'est encore plus vrai dans la situation où les gradients au début de notre apprentissage, que si les gradients sont très, très grands, une situation où on a fait une initialisation au hasard, eh bien, nos accumulateurs R vont déjà, dès le début, prendre des grandes valeurs. Et lorsque le réseau va avoir commencé à être dans une région intéressante, ben les valeurs des gradients vont commencer à baisser. Mais là, notre inverse de 1 sur racine carrée de R va déjà avoir beaucoup réduit l'impact de nos mises à jour. Alors, c'est notre problème qu'on va avoir. Ça fait que R ne va pas diminuer au fil du temps. La 6e méthode qu'on présente aujourd'hui, vous devriez déjà commencer à avoir une espèce de thématique que la méthode suivante essaie de régler des problèmes induits par la méthode précédente. Donc, RMS Prop s'attaque ici directement au problème de cette croissance de R-là, qui est une croissance monotonique. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler ce problème-là? On va remplacer l'accumulation des carrés des gradients depuis le début, par plutôt simplement vouloir dire, je vais porter une attention sur les valeurs des gradients les plus récentes, de sorte que si j'avais une grande valeur de gradient au début, bien que ça ne me pénalise pas 25 itérations plus tard.
Donc, comment est-ce qu'on peut faire un système qui va plutôt se centrer sur les valeurs récentes que les valeurs anciennes? Une technique, disons, passe-partout, c'est celle qu'on appelle des moyennes mobiles exponentielles. C'est une technique qui est utilisée dans beaucoup de domaines de sciences. On l'utilise beaucoup en traitement de signal, par exemple. Et ce qu'on va avoir, c'est un paramètre qu'on appelle le taux de décroissance, qui est un facteur entre 0 et 1. Et la littérature nous conseille, par exemple, une valeur de 0.99. L'algorithme, maintenant, on le voit, il est essentiellement identique à celui qui était précédent. La seule chose, c'est cette fameuse moyenne mobile. Donc, vous voyez ici ce qu'on va faire. On va dire, je vais prendre ρ fois mon vecteur précédent, plus 1 moins ρ fois la nouvelle valeur du gradient au carré. Et voyez ici, donc, ce facteur ρ-là, si par exemple, il est égal à 0.99, ça veut dire que je vais oublier un tout petit peu de la valeur de R. J'en conserve que 99% pour après ça venir récupérer ici une partie de la nouvelle valeur. Donc, c'est une somme convexe et ça va avoir des propriétés donc de moyenner, mais d'oublier les valeurs plus anciennes des carrés des gradients. Le reste de l'algorithme reste essentiellement le même que le précédent. Pour ceux qui sont un peu moins familiers avec les concepts de moyenne mobile, je vous présente ici un exemple. Donc, je vais avoir des valeurs y de t qui vont varier en fonction du temps, ici. Et ce que je veux, c'est qu'à l'instant, ici, vers la fin, bien que les valeurs au début n'influencent pas beaucoup ou très peu ou même pas du tout, les valeurs de la moyenne mobile à cet endroit-ci. L'équation du moyenne mobile, c'est la suivante. Donc, vous voyez ici la moyenne mobile à l'instant t, c'est ρ fois la moyenne mobile à l'instant précédent plus 1 sur ρ fois la nouvelle valeur qu'on rajoute dans notre moyenne mobile. J'ai ici le facteur de 0.99, donc je vais conserver 99% d'informations de la moyenne mobile précédente. Alors, la moyenne mobile, ça va l'air de quoi? C'est une espèce de lissage. Donc, vous voyez ici, je pars à 0 parce que ça va être la condition de départ. On va le mettre ici dans notre algorithme lorsque je vais faire les itérations une à une. Mais nonobstant cette première partie-là ici, ce que vous devriez constater, c'est que ma moyenne mobile va comme bien suivre, va conserver, si vous voulez, en mémoire beaucoup plus les dernières informations que les informations qui proviennent du début de ma séquence. Donc, ça va être très pratique pour régler notre problème qu'on a vu précédemment sur les valeurs de R qui ne cessaient d'augmenter au fil du temps. Ici, on n'aura pas ce problème-là qu'une moyenne mobile. Comment on exécute une moyenne mobile? On commence par initialiser une valeur. Et ici, la valeur qu'on a choisie, c'est 0. C'est la valeur qu'ils ont utilisée dans RMS propre. Et après ça, donc, on voit à l'itération 1, je prends 99% de la valeur de la moyenne mobile à l'instant 0, plus je prends la nouvelle valeur y de 1 que je multiplie par 1%. J'obtiens donc, dans les faits, que la moyenne mobile à l'instant 1 est égale à 1% de y de 1. Même chose pour m de 2. Et ce qu'on se rend compte, donc, c'est qu'à l'instant 2, ma moyenne mobile, j'ai 0.099 fois y de 1 plus 0.01 fois y de 2. Donc, vous voyez ce qui se passe ici. C'est à l'instant 1, j'avais 0.01 fois la valeur de y1 dans ma moyenne mobile. Et vous voyez ici comment le facteur ici il est plus petit que celui-ci. Donc, on commence à oublier y de 1 à l'instant 2 et ainsi de suite. Donc, plus la valeur ici va augmenter et plus la valeur de y de 1, l'importance de y de 1 dans la moyenne mobile va diminuer. Le problème, par contre, avec l'initialisation que je vous montre ici, je l'ai initialisé à 0, c'est que les valeurs de la moyenne mobile vont être très, très loin des valeurs de Y. Donc, c'est ce qui explique l'écart que je montre ici en vert dans la figure. L'algorithme Adam va venir s'attaquer directement à cette problématique-là. Adam, on va le présenter un peu plus tard. La 7e technique qu'on présente aujourd'hui, ça va être RMS propre auquel on va ajouter maintenant du momentum. Donc, vous devriez voir un peu encore là une thématique où tout un chacun, lorsqu'il développe les algorithmes d'optimisation, vient prendre un peu des éléments ici et là et les combiner de façon différente. Donc, la méthode, comme pour un SGD, on va venir ajouter du momentum aux directions calculées pour être capable de venir, si vous voulez, être capable de franchir les petites buts dans mon profil d'optimisation. Et on va donc devoir ajouter un vecteur de vélocité qui va être de la taille, le vecteur de vélocité, ça va être de la même taille que D, le nombre de paramètres dans mon réseau. Et on va appliquer la vélocité donc sur les gradients précédents, donc incluant la mise à l'échelle. On va faire les deux choses en même temps. Et on va aussi avoir un facteur d'oubli, donc entre 0 et 1. Et si on utilise un facteur d'oubli de 0, ça veut dire donc on retombe, si vous voulez, au RMS propre standard, donc il n'y a pas de momentum. Voici donc l'algorithme RMS propre avec momentum. Les seules lignes qui ont changé, c'est au niveau de la vélocité. Donc, j'ai rajouté la ligne ici. Vous voyez, j'ai toujours mon R qui correspond à la somme des gradients au carré, maintenant qui est dans comme on a vu avec le RMS propre dans une moyenne mobile. Et maintenant, j'ai toujours le facteur de mise à l'échelle. Sauf que maintenant, ce facteur de mise à l'échelle-là, je l'utilise pour venir mettre à jour une vélocité. Alors, on voit ici V est égal à alpha V moins le petit changement qu'on voudrait appliquer sur les paramètres.
Et après ça, on vient simplement appliquer la vélocité aux paramètres du réseau pour obtenir les nouveaux réseaux, donc la mise à jour de ces poids-là. On peut aussi combiner la méthode RMS propre avec l'approche de type Nesterov. Rappelez-vous, avec Nesterov, on voulait faire une grande correction, obtenir une position intérimaire de poids sur laquelle on allait maintenant faire notre forward pass pour calculer nos pertes et obtenir des gradients sur la perte. L'algorithme RMS propre plus Nesterov, on le voit ici, donc le fameux point intérimaire qui apparaît ici. Donc, vous voyez mon θ bar, là, je répète, là, les θ, c'est les paramètres de mon réseau. Le gradient maintenant est calculé à cet endroit-là. Et on retrouve ici les mêmes équations qu'on avait précédemment. Donc, vous voyez ici, c'est ma moyenne mobile sur l'accumulation des carrés des gradients. Et ici, on voit la mise à jour de la vélocité qui va dépendre donc des gradients qui ont été mis à l'échelle en fonction de l'inverse de la racine carrée R. R ici, c'est important de se le rappeler, là. Il a R, contrairement à la méthode initiale qui a introduit le R, eh bien maintenant ici, mon R ne va pas nécessairement croître de façon monotonique à cause justement de ce phénomène-là ici de moyenne mobile. La méthode RMS propre a plusieurs inconvénients. Donc, un premier, c'est que R est une estimation du second moment qui est décentré. Habituellement, quand on estime le deuxième moment, on vient d'abord soustraire la moyenne d'une série. Et après ça, on vient mesurer donc le carré. Et ici, on ne fait pas cette soustraction-là. On a vu aussi le problème du biais positif au début de la descente du gradient. À cause de cette moyenne mobile-là, on avait un écart au début de notre moyenne mobile. Donc, un autre inconvénient, c'est que l'utilisation du momentum en combinaison avec une mise à l'échelle à l'étape de vélocité n'a pas vraiment de justification théorique claire. C'est vraiment la situation où les gens ont pris deux morceaux, les ont collés ensemble et se sont dit, on va regarder voir est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas. Neuvième et dernière technique qu'on voit aujourd'hui, la méthode Adam, qui est quand même, somme toute, très populaire. On la voit très souvent dans les articles scientifiques modernes. Et ici, on va tenter de résoudre certains des problèmes qu'on a vus précédemment par rapport à RMS propre, le momentum de Nesterov. La méthode, essentiellement, ce qu'elle cherche à faire, c'est estimer les premiers, donc la moyenne, et les seconds moments, la variance des gradients qui sont utilisés lorsqu'on fait les mises à jour des poids de notre réseau de neurones. Et on va vouloir garder cette estimation-là via une moyenne mobile exponentielle. On va donc avoir besoin de deux taux, ρ1 et ρ2. Donc ρ1, ça va être pour le premier moment. ρ2, c'est pour le deuxième moment. Et dans la littérature, ce qu'on suggère, donc, c'est d'avoir ρ1 est égal à 0.9 et ρ2 est égal à 0.999. On va aussi vouloir corriger le biais lors de l'estimation de notre moyenne mobile. Donc, on va faire un petit ajout. Et finalement, le premier moment va être normalisé par le second moment pour donner la direction de mise à jour et aussi l'échelle. Ici, je vous présente comment est-ce qu'on fait cette fameuse correction du biais de départ. Rappelez-vous, dans l'exemple précédent, on avait au début ici de notre moyenne mobile, on avait un écart relativement assez grand. C'était dû au fait que, à l'instant, par exemple, 2, vous voyez, la somme ici, entre le facteur ici et le facteur ici, n'égale pas à 1. Ce qui vient générer cet écart ici. La méthode pour corriger le biais, c'est de rajouter un petit facteur de correction ici. Donc, le facteur de correction, ça va être 1 moins ρ, exposant t étant le numéro ici de l'itération. Et on voit donc, par exemple, à l'instant 2, ce que je vais avoir, c'est que la moyenne mobile va être corrigée. La moyenne mobile qu'on avait ici, je vais la corriger avec le facteur 1 sur 1 moins 0.99 au carré. Et ce que ça va nous garantir maintenant, si je fais le détail du calcul ici, donc vous voyez, j'ai pris l'équation ici, que j'ai corrigée avec ce facteur-là, on voit maintenant que j'obtiens 0.497 Y1 plus 0.503 Y2, donc c'est les deux premiers éléments qui seraient ici. Et si on regarde ici la somme de ce facteur ici et la somme de ce facteur-là, eh bien, j'ai une somme qui maintenant est égale à 1. Donc c'est pour ça que ça vient corriger le biais. Maintenant, j'ai vraiment une belle somme pondérée des éléments précédents. Et tout comme la moyenne exponentielle mobile, eh bien, on va oublier graduellement, c'est un oubli qui est exponentiel, d'où le terme exponentiel. On va oublier de façon exponentielle les anciens éléments pour plutôt mettre l'accent sur les éléments qui sont plus proches. Donc, on va empêcher tous nos... si vous vous rappelez, le problème qu'on avait, c'était que le vecteur R, les entrées, étaient de croissance monotonique, R étant la somme des carrés des gradients individuels. Mais là, avec la moyenne mobile, on le corrigeait. Et là, en plus, avec la correction du biais, maintenant, je n'ai plus le problème au début d'avoir ce grand écart au début ici. Donc, ma moyenne mobile corrigée, là, vous voyez ici en vert, elle est beaucoup plus proche. Il n'y a pas cette situation-là, ce cas de barre où, au début, j'ai un écart entre les valeurs. Maintenant, je suis toujours très, très proche de mes valeurs à l'entrée de ma moyenne mobile. Donc, Adam, on le voit ici, estimation du premier moment. Ici, j'ai toujours l'estimation du gradient que j'ai fait sur mes exemples d'entraînement que j'ai pigé dans une mini-batch. Et vous voyez ici, je vais avoir je vais avoir S qui va représenter mon estimation du premier moment, la moyenne. Et ensuite, le deuxième moment, ça va être
de dire, je vais faire le carré des gradients. Donc, ça va être relié à la variance. Et là, je vais passer ça dans ma moyenne mobile. Donc, vous avez le ρ2 ici et 1 sur ρ2 comme facteur. Donc, vous avez ici maintenant le premier moment qui est corrigé avec pour éviter le biais de départ. Même chose pour correction du biais de départ pour le deuxième moment. Et finalement, on voit ici la mise à jour qui est faite. On va prendre le premier moment qu'on vient normaliser avec la racine carrée ici, le deuxième moment qui va être proche essentiellement de l'écart type. Et c'est ce qui va nous donner la direction et la magnitude des différentes composantes de notre gradient, de notre mise à jour qu'on vient donc faire effectuer ici à la ligne 8. Donc en rouge, encore là, je répète, c'est les éléments qui ont changé par rapport à la méthode précédente. Au final, vous avez ici un tableau qui reprend l'ensemble des méthodes qu'on a vues aujourd'hui. Et important, ce qu'on montre ici, c'est les hyperparamètres des différentes méthodes. Donc, vous voyez, batch, c'est celle qui a le moins d'hyperparamètres, donc celle qui, en théorie, est la plus facile à utiliser, mais par contre, qui n'est pas la meilleure. Et vous voyez, plus on avance dans les algorithmes et plus le nombre d'hyperparamètres augmente. Donc, c'est des méthodes qui peuvent être meilleures, mais par contre, qui demandent un ajustement qui est plus fin, je vous dirais, ce qui, en quelque part, les rend plus difficiles à être utilisés. Vous n'avez pas de garantie nécessairement, par exemple, que Adam va être meilleur que Adagrad pour un problème d'optimisation quelconque, d'autant plus que, comme je vous disais ici, il y a beaucoup plus de paramètres. Donc, premier élément à conserver en tête, la difficulté d'utilisation d'une technique. Deuxième élément à conserver en tête, c'est la quantité de mémoire qui est utilisée par l'optimiseur. Pour la méthode batch standard, c'est le nombre de paramètres pour le réseau. C'est donc la taille de mémoire va être proportionnelle à D. Et voyez, par exemple, pour SGD plus Momentum, on voit ici dans les techniques par Momentum ou Nesterov, ici, on doit doubler la quantité de mémoire nécessaire pour stocker l'information pour l'optimiseur, donc pour les gradients et tout. Et voyez ici, on doit tripler la quantité de mémoire nécessaire. Donc, ce qui se passe, c'est que vos batchs, la taille de votre batch va devoir diminuer pour pouvoir accommoder justement cette croissance-là de la quantité de mémoire nécessaire pour faire tourner l'optimiseur. Donc, il n'y a pas de solution parfaite. Souvent, c'est de soit se fier à la littérature pour votre type de réseau, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme optimisateur. Sinon, de se faire un essai. En quelque sorte, le choix même de l'optimiseur est un hyperparamètre en soi. Aussi, si vous allez consulter la documentation dans Torch Optim, vous allez donc voir les différentes explications pour comment utiliser ces différents optimisateurs.